C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 88 du 21 octobre 2024. Au sommaire aujourd'hui, la Fondation Émergence remet ses prix annuels aux personnes qui ont contribué à combattre l'homophobie et la transphobie. Nous recevons plusieurs des lauréats et lauréates, dont le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin. Le chemsex continue de faire des ravages dans les communautés queer. On en parle à la chronique Aux petits soins avec Gengis Grenier et son invité Maxime Godette. Et à la communication non violente, c'est le sujet de notre chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Allô tout le monde, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Yannick Nézet-Séguin, Eugénie Lépine-Blondeau, Judith Séguin, Jocelyn Lebeau, le Musée de la civilisation, la chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, Carlos Idibuo et Solange Moussangagna. Qu'est-ce que ces noms ont en commun? Ce sont les lauréates des prix de la Fondation Émergence. Des prix qui ont été remis lors d'un gala jeudi 17 octobre à l'Espace Saint-Denis à Montréal, une cérémonie attendue chaque année et qui accueille des grandes personnalités. Et cette année, ça n'a pas fait exception. J'ai eu le grand privilège de rencontrer la plupart des lauréats et lauréates de ces prix. En ordre, Yannick Nézet-Séguin, qui reçoit le prix Laurent McEachern, du nom du fondateur de la Fondation, militant des droits LGBT et qui nous a quittés en 2019. Le prix Jeannette Bertrand pour les Alliés, qui a été remis au Musée de la civilisation pour son exposition unique en son genre. Les prix coup de cœur à Eugénie Lépine-Blondeau et Judith Séguin pour leur contribution à faire de la maternité à l'hôpital une expérience moins stigmatisante pour les personnes queer. Et un autre prix coup de cœur, cette fois-ci à Radio-Canada et Jocelyn Lebeau, pour la série de balado-diffusion Fais un homme de toi sur les thérapies de conversion. Et puis la chaire de recherche du Canada sur les enfants trans et leurs familles pour leurs recherches très utiles sur la transition et leurs familles. Et les enfants, pardon. Et Carlos Idibuo et Solange Moussangagna, deux activistes de la Côte d'Ivoire qui œuvrent dans le milieu, qui est un milieu qui n'est pas toujours facile. Bonne écoute! J'ai avec moi le grand récipiendaire, la personne qui reçoit le prix, Laurent McEachern, Yannick Nézet-Séguin. C'est vraiment un honneur de vous recevoir ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bien, c'est très gentil. Moi, c'est tout un honneur de recevoir ça et d'être parmi ma communauté ici. Je suis vraiment très touché. Bien, nous, on est contents aussi parce qu'on sait que vous êtes occupés. Vous prenez d'un bout à l'autre du monde. J'imagine que vous êtes juste de passage à Montréal pour avoir le prix, c'est ça, là? En fait, on répétait avec l'Orchestre métropolitain cet après-midi. Ce soir, dans quelques minutes, en fait, on a un concert. Ah, oui. On en a un autre demain. Après ça, j'étais à New York hier. Donc oui, en effet, c'est toujours plein de musique, mais il fallait absolument faire de la place pour un si bel événement. Qu'est-ce que ça représente, ce prix? Ça représente un encouragement, évidemment, incroyable à continuer de faire mon petit bout de contribution que je peux faire pour ouvrir le milieu de la musique classique à des gens qui vont montrer qui ils sont, qui elles sont, et surtout, moi, je pense beaucoup aujourd'hui à tous ceux et toutes celles qui ont ouvert la voie pour moi. Parce que si je peux aujourd'hui être avec mon mari dans toutes les villes du monde, puis montrer, être un chef d'orchestre et montrer qu'on peut aimer qui on veut et que c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui continuent de travailler très fort pour que ça se puisse. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment touchant. Yannick, j'entends ça, puis je me pose la question. Il me semble que le milieu des arts, c'est un milieu qui est ouvert habituellement pour les personnes de nos communautés. Absolument. Mais le milieu de la musique classique, comme
pas juste au niveau de l'acceptation de qui on est comme personne et dans ses préférences et dans son identité, mais c'est un milieu qui est très traditionnel. Et il y a beaucoup de codes que moi, je travaille fort depuis des décennies à briser dans ce milieu-là. Et au fond, je le fais pour une raison, c'est que je trouve que quand on veut s'exprimer en musique classique, tout comme en théâtre, tout comme en musique populaire, il faut être soi-même. Et souvent, il y a quand même, on serait surpris de voir combien il y a eu de chefs d'orchestre dans l'histoire qui ont dû rester dans le placard. Je pense, récemment, je travaillais sur un film sur Leonard Bernstein qui a dû finalement, d'une certaine façon, rester dans le placard toute sa vie. Et moi, j'ai la chance de pouvoir être qui je suis et je veux continuer d'ouvrir la voie aux jeunes musiciens et jeunes musiciennes qui sont parfois dans des villes ou dans des milieux qui restent incompris, même s'ils sont, comme vous l'avez dit, dans le milieu des arts, c'est pas nécessairement aussi ouvert. Est-ce que ça a été difficile de sortir de ce fameux placard et d'être Yannick Nézet-Séguin, chef d'orchestre et aussi gay? Bien, dans mon cas, j'ai eu la chance que ça n'a pas été difficile au sens où je suis dans des villes, Montréal, Philadelphie, Rotterdam, New York, où on accepte les gays qui s'affirment, qui s'affichent. Et je n'ai jamais senti que qu'il y a eu des gens qui ont levé le nez ou tout ça, mais c'est pas une raison. Je pense que j'ai eu, d'une certaine façon, j'imagine, la chance, mais aussi le courage de jamais cacher qui j'étais et de dire aux gens, ben voici qui je suis et si vous m'acceptez, tant mieux. Si vous ne m'acceptez pas, ça ne me dérange pas. Mais je veux utiliser cette plateforme-là que j'ai pour donner du courage, donner confiance, surtout aux jeunes. Je termine avec ça. Comment accueille-t-on le prix Laura McEachern? On l'accueille avec humilité, avec reconnaissance et avec un grand désir de continuer. Yannick Nézet-Séguin, merci beaucoup d'avoir passé à l'émission aujourd'hui. C'est très apprécié, c'est un grand plaisir. Merci. On continue donc nos entrevues avec les récipients de ces prix Laura McEachern et un autre groupe maintenant qui a reçu le prix Jeannette Bertrand, c'est pour les Alliés. C'est toute une délégation que j'ai avec moi du Musée des civilisations de Québec. Alors, je vais les présenter et j'y vais par ordre. Caroline Antagne, qui est chargée de projet exposition au musée. Marie-Philippe Drouin, que je connais très bien, qui est une personne qui est très impliquée, scénariste donc de cette exposition. Et Nicolas Gauvin, qui est... oh mon Dieu, j'ai mal noté, vous êtes directeur... De la programmation. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition qui mérite ce si beau prix aujourd'hui? Je vais me lancer. Oui, en fait, l'exposition qu'on a réalisée en collaboration avec toute une série de personnes, des comités, etc., est une expo qui porte sur ce que sont les réalités liées à l'identité de genre. Et donc, on a voulu, à l'intérieur de cette expo-là, permettre au public qui allait la visiter de comprendre quelles sont les dimensions essentielles, quelles sont les différences entre le sexe et le genre, l'identité de genre, expression de genre, et aussi les faire progresser dans un parcours qui les amènerait à partir des réalités qui sont plus connues, donc la binarité de genre, homme-femme, et tranquillement, à travers différentes perspectives, qu'elles soient biologiques, historiques, anthropologiques, les conduire à avoir une perspective un peu plus ouverte, en fait, et plus riche sur la diversité de genre. J'aimerais aller tout de suite avec vous, M. Gauvin. Qu'est-ce qui a motivé le musée à faire cette exposition? Vous savez, normalement, c'est souvent des comités de programmation qui se penchent sur les différentes propositions qu'on reçoit. Et on reçoit toutes sortes de thématiques. Étant un musée de civilisation, évidemment, on veut aborder toutes sortes de sujets. C'est en fait 2 employés du musée qui avaient proposé la thématique du genre comme sujet d'exposition. Quelques années avant même que moi j'arrive au musée il y a 5 ans. Et puis on s'est penché sur la question, puis on s'est posé la question justement, est-ce que c'est un sujet qui sera pertinent? Parce que quand nous on planifie, c'est toujours 3 années d'avance. Donc, on avait même l'inquiétude qu'après 3 ans, peut-être que le sujet ne serait pas tant pertinent. Mais finalement, on a visé dans le mille. On a vraiment
on ne pouvait pas mieux tomber avec une exposition portant sur ce sujet-là. Puis le musée est reconnu pour être assez audacieux depuis ses débuts. Donc, pour nous, c'est important aussi de se positionner par rapport à un sujet comme celui-là, puisque souvent, les médias sociaux ou les différentes plateformes qui existent ne vont pas exploiter le sujet de manière aussi profonde. Donc, pour nous, c'est important. Un sujet audacieux et un sujet... On a pris quelqu'un qui s'y connaît dans ce sujet-là, Marie-Philippe, pour faire le scénario. Dis-moi un peu, t'attendais-tu D'abord, il y a eu beaucoup de réactions positives, mais des réactions négatives. T'attendais-tu à ça? Évidemment qu'on s'attendait à tout un éventail de réactions allant des plus favorables aux plus réactionnaires, disons. Mais c'est intéressant de voir en proportion parce qu'évidemment, on a eu des réactions défavorables qui ont parlé très, très fort, mais quand on regarde les sondages puis ce qui a été dit par les gens qui ont vécu, en grande majorité, les gens étaient extrêmement satisfaites de l'approche, du contenu, de l'humanité qui émergeait là, de cette exposition-là, qui ne faisait pas du tout dans le sensationnalisme, mais bien dans le vécu de vraies personnes du plancher des vaches, avec toute la complexité et la richesse de leur histoire. On reconnaît votre œuvre, on vous reconnaît aujourd'hui avec le prix Jeannette Bertrand. Je pense que je vous demanderai à tous les trois de me dire comment vous accueillez ce prix aujourd'hui. Je pense que... Ouais. Pour ma part, c'est quelque chose de très touchant parce que c'est une reconnaissance par la Fondation Émergence, donc une reconnaissance qu'on a bien fait notre travail, qu'on a réussi à parler, à laisser une place aux gens des communautés LGBTQ+, qu'on a réussi à travailler ensemble avec cette personne-là, qu'on a réussi à se positionner vraiment comme alliés. Personnellement, pour moi, c'est un signe d'une grande réussite. Pas beaucoup de temps, en quelques secondes. Je pense que c'est vraiment un honneur, entre autres, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup avancer la société. Puis c'est l'objectif de l'exposition également. On ne l'a pas souligné, mais on a eu près de 125 000 visiteurs pour l'exposition. Je pense que c'est important de le dire aussi. Dernier mot, Marie-Philippe? Pour moi, ça signifie que le musée peut être un exemple, que ça peut amener à des belles réussites puis des beaux projets, de travailler directement avec les personnes concernées, que ça se fait très bien même. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo. Merci à toi. Merci. On est de retour ici au lobby, au théâtre Saint-Denis, Espace Saint-Denis, et deux des lauréates du prix Coup de cœur, le prix Coup de cœur de la Fondation Émergence. Donc, j'ai avec moi Eugénie Lépine-Blondeau. Salut, Eugénie. Salut, fait plaisir de te C'est voir. une deuxième à mon émission. Merci d'être Absolument, là. Oui. Et Judith Séguin, la conjointe, avec qui on n'a pas parlé la dernière fois. Non, une première pour moi. Alors, parlons de pourquoi vous avez reçu ce prix. Oui, en fait, notre petit Miro qui est avec nous aujourd'hui a 5 mois et il est né au CHUM. C'est Eugénie qui a accouché. L'accouchement s'est déroulé avec une équipe bienveillante, pleine d'amour. Et lorsqu'on a transféré au postpartum, en fait, après l'accouchement, il est arrivé une petite situation où le carton d'identification dans la basinette pour Miro s'était inscrit mère Eugénie Lépine-Blondeau et père Judith Séguin. Oh boy. Alors qu'évidemment, je ne suis C'est pas pas le le père. Ben- Et Miro n'a pas de père et c'est le concept de notre famille. Hein, il a 2 mamans. Sur le coup, c'est sûr qu'avec l'émotion, là, la joie de la naissance, on l'a pas noté. Mais après, c'est quand on est sorti de l'hôpital puis qu'on a commencé à regarder ce carton, puisqu'on voulait peut-être le mettre dans le livre souvenir, on s'est dit que ça serait pas un souvenir très agréable pour Miro et pour nous. Et puis, c'est là où j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux lors du 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. J'étais venue en parler à ton émission. Tout à fait. Et puis, j'ai dit que malgré toutes les avancées qu'il y avait pour nos communautés, pour nos familles, même si au Canada, au Québec, on est quand même chanceuse d'avoir
nos droits pour nos communautés, ben il y avait quand même des avancées qui restaient à faire, dont celles reliées à l'inclusion, une plus grande inclusion, comme par exemple le carton d'identification qui devrait peut-être être inclusif. Alors, j'ai raconté rapidement notre expérience. Puis finalement, il y a une infirmière gestionnaire du CHUM qui m'a appelée, qui nous a appelés et qui nous a dit est-ce qu'on pourrait améliorer nos pratiques puis trouver une solution, en fait. Et c'est là où, finalement, là, on est arrivé avec... En fait, elle est arrivée avec l'idée d'un nouveau carton d'identification neutre pour les bébés qui naissent au CHUM maintenant. Donc, le carton est vert, est inclusif. Donc, c'est plus rose pour les filles, bleu pour les gars, c'est vert pour tout le monde. C'est écrit, au lieu d'être écrit père, mère, c'est écrit parent, entre parenthèses, S. Donc, si on est solo-parent ou si on est famille homoparentale ou autre, c'est possible, donc, d'écrire vraiment la réalité, finalement, des familles sur le carton d'identification. Un geste quand même important, mais un petit geste qui a changé beaucoup de choses. Ben oui. Ça a eu un impact pour tout. Ah ben Miro commence cette année de l'entrevue. Chose Pas à long, dire. Miro, ça s'en vient. Mais effectivement, c'est une petite avancée, mais qui montre à quel point le système de santé a certaines lacunes, mais est prêt aussi à évoluer. Exactement. Du moins pour le CHUM. Il y a encore des choses à améliorer, là, notamment le carnet de vaccination du bébé, c'est encore écrit mère et père. Ouais. Ah ouais. Et il y a d'autres hôpitaux où encore c'est écrit. En fait, à ma connaissance, tous les autres hôpitaux, il faudrait doublement vérifier, là, mais c'est encore écrit père-mère au Québec. Donc, il y a ces changements-là qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui peuvent emboîter le pas au CHUM. Et là, on rit parce que Miro a tiré sur le micro. Je pense qu'il veut parler. Ah, Veux-tu dire quelque chose, Miro? Dis-tu bonjour, Miro? Oui. Bon, Merci, Miro. Bien, on vous présente Miro. Alors, comment vous réagissez à ce prix qu'on vous remet aujourd'hui? Ben, c'est un honneur, vraiment. Oui, c'est un honneur aussi. On s'en parlait dans la voiture. On a un petit sentiment d'imposteur dans le sens où c'est une petite avancée, alors qu'il y en a plusieurs grandes qui pourraient être faites. Mais bon, c'est un pas vers peut-être des changements dans le système de santé pour plus d'inclusion et de diversité. Eugénie, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Là, je vois que... Je pense que tu dors maintenant, hein? Je dors mieux, effectivement. Non, ça va bien. On est... c'est toute une autre conversation à avoir, mais le fait qu'on soit deux mamans, je pense que ça je sais pas, ça allège le fardeau un peu. Et puis, on a du plaisir malgré tout, là, vraiment, dans toute notre parentalité. Ouais. Je voudrais vous remercier. Merci à toi. Vous remercier Eugénie Lépine-Blondeau, animatrice qui est en congé de maternité. En congé de maternité, et Judith Séguin. Merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Merci. Vous avez certainement entendu parler vous avez écouté Fais un homme de toi, une série de balados-diffusion assez troublante, mais très importante et très intéressante, qui parle des thérapies de conversion qui pourtant sont interdites au Canada. Mais Jocelyn Lebeau, d'abord, bienvenue à l'émission à nouveau. Merci de m'accueillir. Jocelyn, on vous remet un prix coup de cœur pour cette série de balados. Une série que je pense que ça te surprend de voir toute l'attention et les réactions des gens là-dessus. J'en reviens pas, honnêtement. C'est inattendu dans la mesure où quand on fait un projet comme celui-là, évidemment qu'on souhaite toucher les gens, les faire réfléchir, leur faire prendre conscience d'une réalité. Mais d'avoir cette réception-là auprès du public, ce qui est hallucinant, en fait, c'est que depuis la sortie, j'ai reçu tellement de commentaires de gens qui me racontent leurs histoires liées aux thérapies de conversion, évidemment, mais aussi liées à leur acceptation de soi par rapport à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Parce que la série, évidemment, aborde toute la question de ces thérapies de conversion, mais quand on parle de ça, on parle d'être bien avec soi-même, d'accepter sa différence, de vivre ensemble, de notre spiritualité. Et les gens ont osé me parler et me raconter leurs histoires avec tellement d'ouverture, de générosité. Donc aujourd'hui, d'être salué par la communauté, parce que la Fondation Émergence, évidemment, c'est une fondation que je salue et dont je témoigne de toute l'importance, eh bien, ça me touche particulièrement. Cette série de balados a été quand même, partout on en parle, ça a été reconnu partout aussi. Est-ce que ça tente, encore une fois, d'une grande reconnaissance comme ça? Est-ce que c'est quelque chose... On fait jamais ça quand on travaille sur non. Projet, hein? L'objectif, c'est pas d'avoir des prix, absolument pas. L'objectif, c'est de témoigner de quelque chose qui est tellement essentiel pour nous.
quand on m'a approché au départ, c'est Natacha Mercure, qui est la directrice de Radio-Canada Audio, qui m'a demandé si j'avais envie de porter cette série-là. Au début, je me suis posé la question parce que je n'avais pas vécu de thérapie de conversion. Mais finalement, en me posant la question à savoir, à l'adolescence, si on m'en avait proposé une, sans doute que je l'aurais accepté. J'aurais été un bon candidat pour ce genre de réalité-là. Ensuite de ça, de rencontrer, parce qu'en fait, c'est ça, en faire de la radio, on en fait présentement, c'est de rencontrer d'autres humains qui ont la générosité de nous parler, de partager avec nous leurs histoires, leurs réalités. Eh bien, moi, ça m'a fait grandir de façon presque égoïste, là, comme humain, parce que, évidemment, que ça, on ne sort pas indemne d'un projet comme celui-là. Ça a, en partie, carrément changé ma vie, hein. Il y a un avant et un après le balado Fais un homme de toi dans mon existence parce que ça m'a permis de faire la paix avec l'adolescent avec qui j'ai été. Parce que de rencontrer tous ces humains-là qui ont vécu des épreuves immenses par rapport à leur acceptation, par rapport à leur amour de soi, en raison de la pression de la société pour être différent, alors qu'eux, ils demandaient qu'à être elles-mêmes ou eux-mêmes, eh bien ça m'a permis de m'aimer davantage. Et je pense que c'est ce que ça crée probablement la série quand on l'écoute, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir eu des parcours sans défis, que tout le monde a eu des épreuves à surmonter, puis que finalement, quand on choisit d'embrasser toutes les facettes de nos différences, eh bien, on s'en sort probablement beaucoup plus heureux. Moi, je t'ai avoué, puis je l'avoue à nouveau, cette série-là m'a confronté, moi, personnellement. Oui. Je viens d'une autre génération où d'être qui on est, c'était comme non. Alors c'était devenu peut-être maintenant, mais oui. Et ça m'a vraiment confronté. Et moi aussi, j'ai fait la paix avec certains aspects de ma vie, certains autres pas encore. Mais ça va venir à demander avant que je meure. Hein? Une étape à la fois. Oh oui, on ne peut pas tout régler d'un coup. Alors, d'autres projets, est-ce qu'il y aura une suite à ça? Bien, il y aura... Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on m'a raconté tellement d'histoires qu'évidemment, ça a fait émerger certaines idées par rapport à des thématiques que j'aimerais aborder, pas nécessairement liées directement à la question des thérapies de conversion, mais clairement avec l'idée de l'acceptation de soi. Et oui, les thématiques LGBTQ+, c'est sûr que ça va continuer à m'habiter. Donc oui, il va y avoir d'autres projets de balado, mais je n'ai pas le droit de le dire présentement. Bon, on va attendre que tu nous annonces ça. Merci beaucoup, Jocelyn Lebeau, puis félicitations. Grand plaisir. Merci à vous. Alors, il y a le prix Académie qui est remis aujourd'hui dans le cadre des prix de la Fondation Émergence. Le prix a été remis à la chaire de recherche sur les enfants transgenres du Canada. Et je reçois donc deux des personnes qui sont impliquées. Annie Poulain-Saint-Plasson, bienvenue à l'émission. Merci. C'est le fun de te revoir. Et Morgane Joly, et qui est aussi chercheur à cette chaire de recherche, c'est ça? Conseillère principale à la recherche. D'accord. Je vais vous demander toutes les deux de parler assez proche du micro Ouais. parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, c'est normal. Annie, d'abord, la chaire de recherche, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, on a changé de nom. On existe encore. La chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles s'est terminée en 2023. Maintenant, c'est la chaire Répare. C'est une chaire qui fait à peu près la même chose, mais qui est plus inclusive. On travaille autant sur les jeunes qui transitionnent, les jeunes trans et non-binaires, que les jeunes qui détransitionnent, les jeunes deux esprits. Donc, on fait plein de travaux sur la diversité de genre et sexuelle, mais on essaie d'être plus inclusif que juste enfants transgenres. Donc, on mène des projets de recherche qui, on espère, vont influencer les politiques publiques, parce que c'est de la recherche rigoureuse. C'est important de l'entendre. Oui, souvent, c'est de mettre de la chair sur l'œuf. Qu'est-ce un des sujets, Morgane, que tu trouves important, dont on devrait parler aujourd'hui, que vous avez accompli? Il y en a beaucoup. Je pense que c'est important de réitérer en fait le bienfait de l'accompagnement des jeunes trans, premièrement. Et on travaille aussi depuis environ 4 ans sur la détransition, qui est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment. On essaye d'aborder ce sujet avec beaucoup de nuances pour le comprendre et aller un peu au-delà des idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet. Ouais. Puis peut-être que j'ajouterais, l'idée, c'est de travailler pour comprendre les réalités autant des jeunes trans que des jeunes qui détransitionnent plus tard, pour être capable d'améliorer les pratiques afin de laisser personne derrière. Parce que ça ne devrait pas être un groupe ou l'autre.
c'est des jeunes qui ont tous des besoins et ces besoins-là devraient être répondus de façon adéquate. Donc, on essaie de comprendre ces deux populations-là simultanément pour faire avancer les pratiques. Me permets-tu, Annie, de quand même mentionner que ça n'a pas été une année facile avec tous les reportages qui ont été faits et que tu as suivis. Comment tu as vécu cette année? C'est une année qui a été surprenante, mais je rappellerai aux gens que ce qu'on entend dans le public, c'est des discours. Ouais. Nous, on produit de la recherche. La recherche, c'est pas les discours. Donc, je pense que nous, on continue à faire notre travail, puis on continue à avoir des projets de recherche qui sont rigoureux, qui sont bien faits, qui impliquent les personnes concernées. Puis, on est bien avec ce qu'on fait. On est financé par les gouvernements québécois et fédéral. Donc, je pense que c'est évalué par les pairs. Donc, on se sent bien avec ce qu'on fait. Les discours vont toujours rester. C'est difficile de faire de la recherche dans un environnement qui est peut-être moins accueillant qu'il l'a peut-être déjà été? C'est sûr que ça nous amène à être encore plus rigoureux, je pense, puis à s'assurer que ce qu'on dit colle bien aux données. De toute façon, on est toujours rigoureux, mais c'est sûr qu'on est vigilant. On est vigilant, c'est ça. Puis on fait attention aussi aux interventions qu'on fait dans le public, parce que souvent, ce qu'on dit peut être déformé. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai fait à la dure cette année. En tout cas, ici, ça ne sera pas déformé. J'aimerais peut-être terminer en vous demandant toutes les deux comment vous accueillez ce prix aujourd'hui. Mais moi, ça me fait vraiment tellement un grand plaisir parce que c'est un prix qui vient de la communauté. La Fondation Émergence, c'est un organisme qui est important au Québec. Et pour moi, avoir un prix de la Fondation, ça me donne de l'énergie pour continuer le travail. C'est une reconnaissance qu'on a comme équipe. Et puis, ça fait juste, en fait, valider que... Ça me rappelle que le travail qu'on fait est important, puis ça va nous aider à poursuivre. Morgane? De la même manière, je pense que c'est une belle reconnaissance qui fait du bien dans le contexte actuel où on est beaucoup remis en question. Et je pense aussi que c'est important parce que ça met de l'avant les enjeux sur lesquels on travaille. Donc ça montre aussi l'importance de prendre en compte les réalités des jeunes trans. Donc c'est très important. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Ben voilà, la Fondation Émergence a également remis le prix EDI pour souligner les efforts d'un organisme ou d'une entreprise en vue de rendre le milieu de travail et les services plus ouverts aux personnes de LGBTQIA+. Et cette année, c'est l'Agence de Revenu Québec qui a obtenu ce prix pour ses initiatives et ses plans à long terme visant donc une meilleure intégration, un meilleur accueil et des milieux plus sécurisants pour les personnes de nos communautés. Bravo donc à Revenu Québec. Il reste une autre entrevue à vous présenter sur les prix de la Fondation Émergence. C'est tout de suite après la pause. Nous allons donc parler avec Carlo Sidibio et Solange Mouzangaya, deux militants de Côte d'Ivoire qui sont également gouverneurs de la Fondation Émergence, qui reçoivent un prix engagement pour leur travail dans leur communauté. À tout de suite. Écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En cette deuxième partie, la communication non violente à la chronique en toute fluidité, le chemsex à la chronique aux petits soins, mais avant, Carlo Sidibio et Solange Mouzanganya qui reçoivent le prix engagement de la Fondation Émergence. Le prix engagement de la Fondation Émergence a été remis à deux personnes qui sont gouverneurs de la Fondation, mais deux personnes qui sont gouverneurs très loin, bien que vous avez déjà habité au Canada. Carlo Sidibio, qui est en Côte d'Ivoire présentement, c'est ça? Oui. Et Solange Mouzanganya, qui est en Côte d'Ivoire aussi? Exact. Alors, parlez-nous un peu de comment vous vous sentez ou comment vous accueillez le prix qu'on vous remet aujourd'hui. Solange? Alors, c'est avec beaucoup de joie. C'est sûr qu'après 25 ans d'engagement qu'on a dans la communauté LGBTQI en général, d'abord au Canada et puis plus tard en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en général, pour nous, ça vient de souligner un peu ce jubilé
de 25 ans, de toute une vie, de tout notre travail. Et quand on nous a annoncé, c'était la joie. C'était vraiment la joie qui nous a animés. Surtout que c'était au moment, la Côte d'Ivoire, il y avait toute une folie sur la LGBT-phobie qui était en train de se passer là-bas. Oui, alors quand on a eu cette nouvelle, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes 2 personnes qui avaient vécu au Canada, mais Carlos, tu es présentement en Côte d'Ivoire. Toi, comment accueilles-tu ce prix? Bien, écoutez, la reconnaissance, dire merci est l'une des premières valeurs que nos parents nous apprennent. Mais pendant 25 ans d'activisme et de militantisme, on s'est rendu compte que la reconnaissance ou dire merci n'était pas une chose à prendre pour acquis. Et donc pour nous, en recevant ce prix, c'est une expression profonde de la reconnaissance, de tout le parcours que nous avons fait, de tous les sacrifices que nous avons fait également, que ce soit sacrifice de notre carrière professionnelle, que ce soit sacrifice de nos vies amoureuses, que ce soit les sacrifices des choses que nous aimons tout court dans la vie. Je crois que on ne peut que se sentir vraiment heureux, heureuse, très touché que ce soit une organisation dans laquelle nous militons sur le conseil de gouvernance que nous siégeons, qui nous offre ce prix-là. Donc pour nous, c'est quelque chose de très fort qui marque ces 25 dernières années de travail que nous avons fait, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique et à l'échelle internationale. 25 ans, mais vous avez une belle heure d'avoir 25 ans tous les deux, mais en tout cas, ça, c'est une autre paire de manches. Cela dit, on sait que la situation est assez difficile partout dans le monde, particulièrement en Afrique aussi. Comment se vit le militantisme là-bas? Il faut dire que ça dépend, c'est relatif. Les dénominateurs communs, évidemment, c'est le fait que beaucoup de gouvernements en Afrique, dans des pays d'Afrique, n'ont pas encore légalisé ou reconnu les relations entre personnes de même sexe. Cela dit, la Côte d'Ivoire, qui jusque-là était considérée comme le seul pays en Afrique de l'Ouest où il y a véritablement un oasis de paix et d'amour, pour beaucoup de gens de la sous-région qui venaient s'y réfugier. Donc de connaître une crise sur les réseaux sociaux, donc qu'on appelle communément la crise digitale, pour nous, ça nous interpelle, ça nous réveille au fait de ne rien prendre pour acquis et de continuer le travail, heureusement, que même si nous avons fait 25 ans et que nous songeons déjà à la retraite, il y a de la relève aussi que nous avons œuvré à préparer et donc qui va pouvoir continuer ce travail-là. Mais définitivement, c'est très important de rester en alerte, mais de ne pas faire de l'anxiété, encore moins de la psychose, comme son bâton de pèlerin. Est-ce qu'on a besoin, encore et toujours, du soutien de pays comme le Canada pour appuyer les causes et les personnes militantes, comme toi, Solange? Oui, c'est sûr, on a toujours besoin du Canada et de tous les pays où les droits des personnes LGBTQI est avancé. Par exemple, moi, en tant que femme trans, c'est sûr que si j'étais, par exemple, je n'avais que la citoyenneté africaine ou des pays africains, j'allais peut-être toujours rester dans le genre qui m'a été assigné avant. Et là, tout le problème de voyager, j'allais passer pour l'autre genre que je ne suis pas, que je n'apparais pas, et ça crée toutes sortes de problèmes. Et je pense que des pays qui ont réussi à résoudre ce genre de choses devraient inspirer beaucoup de pays d'Afrique à reconnaître l'existence des personnes différentes que nous sommes. Bien, je voudrais vous remercier, Carlos et Solange. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Et bon succès, bonne continuation, et bravo pour ce prix. Merci à toi, Lily. Et puis, voilà. Et on t'invite au Salon du Livre. Oui. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Ah, c'est le temps du mois que j'aime beaucoup parce que je reçois Gengis Grenier, mon infirmier préféré. Comment ça va, Denis Martin? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Lundi, puis on commence ça raide un petit peu cette semaine. On va parler de chemsex. Écoute, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais il y a comme un élan en ce moment où tous les professionnels de la santé en parlent. On parle aussi de l'augmentation du taux d'itinérance en ville, l'inaction du gouvernement qui est décriée par... Et c'est pas mal causé par la consommation. Oui. Là, on commence
commence à faire des liens, tu sais, moi, en pratique clinique, on voit de plus en plus des demandes de consultation où ce que les gens, tu sais, préféraient être bien sûr en arrêt de travail, payés par l'employeur à faire l'utilisation de drogue à la maison. On voit aussi des gens qui arrivent avec des membres de la famille. Les membres de la famille sont très inquiets parce que la personne qui consomme a une perte de poids, a une perte de contact avec la réalité, des idées psychotiques, a des hallucinations. Ça commence à être des raisons de consultation de plus en plus courantes. Ça l'embourbe un peu le réseau de la santé, non seulement en consultation ambulatoire, mais aussi en taux d'hospitalisation. Tu sais, Santé Canada rapportait que l'année passée, il y avait quand même eu 13 500 hospitalisations liées à l'usage des méthamphétamines et des amphétamines en centre hospitalier. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. C'est un gros problème. Tu me permets, je vais t'amener sur le chemsex. Moi, j'ai trouvé des chiffres qui m'ont absolument effrayé. On dit que, selon plusieurs sources, là, ça serait 10 des hommes de la diversité sexuelle, donc on parle des hommes gays, des hommes bi, trans, qui consommeraient de la méthamphétamine, donc ce qu'on appelle le crystal meth, pour des relations sexuelles. Alors, ce qu'on appelle le chemsex. Moi, je dis que ces chiffres-là sont vraiment sous-estimés. Probablement. Nos données internes disent que c'est plus 1 sur 3 que 1 sur 10. Wow. Fait qu'il y en a au moins consommé une fois. Qui en consomme activement, peut-être 10 mais qui en a au moins consommé une fois, on parle de 1 sur 3. Tu sais, je marchais dans la rue en partant de mon bureau pour marcher jusqu'ici. Il n'y a pas moyen de marcher dans la rue sans se faire harceler pour de l'argent ou autre. L'augmentation de l'itinérance est visible dans le centre-ville de Montréal. Ce qui me dérange de plus en plus, Denis Martin, c'est c'est ce qui va nous amener à introduire notre invité Maxi Godette qui est avec nous en studio. C'est les consultations pour... j'ai pris du cristal, mais on m'a pas dit que c'était ça. Puis... il y a une grosse notion de gens qui en consomment volontairement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous consulter en urgence, surtout le lundi matin comme ce matin, qui ont eu une fin de semaine très difficile. Ils sont rentrés au sauna, ils sont rentrés chez des amis le vendredi soir et tout ça. Puis on dit « Ah oui, prends une puff de ça. Prends une petite puff, puis tu vas aimer ça. » Puis la personne prend de la drogue, ne sait pas qu'elle consomme des méthamphétamines. Puis lundi matin, il vient nous consulter en clinique. Il y a 20 personnes qui lui ont littéralement passé dessus. Puis elle était littéralement inconsciente. Inconsciente, puisqu'il y a des façons de prendre le cristal meth. Là, j'ai les chiffres devant moi de Santé Canada. Dans le fond, quand on le fume ou qu'on se l'injecte, ça prend quelques secondes, puis ça fait effet. Ah oui? Ouais. L'injection, c'est ce qu'on appelle dans la rue, là, le slamming. Le slamming. Ouais. Puis il y a de plus en plus de patients qui viennent nous consulter. Ils ont les bras pleins de trous, pleins de bleus. Il y a même des plaies de nécrose. S'ils l'ont fait ou c'est ça l'ont fait faire. C'est ça l'ont fait faire. Fait que là, c'est ça. Là, tu nous amènes à un point que je trouve important. C'est parce qu'il y a des gens qui, parfois, vont consommer, mais ça n'a pas commencé de leur propre gré. Ouais. Puis c'est une drogue qui est tellement addictive, c'est coupé avec tout ce qui rend les gens incroyablement accros, comme du fentanyl, etc. Une fois qu'une personne en fait, c'est difficile d'arrêter. Même après une première fois, les gens viennent nous consulter en sevrage. Ils sont blancs, ils sont en sueur. Ils viennent nous consulter, ils disent « Donnez-moi quelque chose, je veux pas en refaire. » Parce qu'ils en ont fait une fois. Moi, je pense à des jeunes garçons qui viennent nous consulter, des très, très jeunes garçons qui se sont fait influencer. Puis, ils se sont fait rentrer du cristal meth au niveau du rectum, soit ce qu'on appelle le body bumping, soit des morceaux de cristal, un peu à leur insu, mais ça fait perdre la carte. Ils perdent la carte pendant des jours de temps. Parce que l'injection par la muqueuse de l'anus, c'était... Bon, on utilise des mots à cette heure-ci, encore une fois. Là, j'aurais dû faire un trigger warning, comme ils disent, mais bon, on est en train d'utiliser des mots, mais il faut dire les vraies choses. On dit les vraies choses, c'est par la muqueuse par la muqueuse anale. L'absorption par la muqueuse anale est beaucoup plus intense qu'en inhalation. Donc, ils se font violer. Et là, on parle de la notion du consentement qui disparaît. Qui vient complètement... qui est plus là du tout. Il y a des gens qui profitent de ça. Ils savent qu'ils peuvent exploiter littéralement des gens. Puis j'ai trouvé c'est ça, il y a Maxime Godette qui est avec nous, Maxi Godette de l'Université de Montréal. J'ai juste à dire le nombre de décès publiés, même le Devoir en a parlé l'année passée, 40% des overdoses liés à des décès sont quand même liés aux psychostimulants, dont le cristal meth. Aïe. C'est quand même beaucoup. Moi, je lis des rapports de coroner de jeunes patients. Là, c'est quand même assez terrible. On va parler de consentement. Parce que Maxi, ça fait partie de ses recherches. Yes. Salut.
Maxi Godette, parle-nous. Parle-nous. Parle-nous de toi. Tu mènes actuellement un projet de recherche avec l'Université de Montréal qui vise quelque chose de très spécifique sur le chemsex. Je te laisse t'introduire et nous en parler. Certainement. Donc, je suis candidate au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal. Je travaille avec le laboratoire de recherche Collab qui fait de la recherche avec les communautés queer, principalement sur des enjeux de consommation ou de santé mentale. Et puis, mon doctorat s'intéresse justement aux enjeux de consentement dans des contextes de PNP ou de chemsex. Donc, PNP qui est Party and Play, oui. Exact, une autre appellation pour le chemsex, l'acronyme de Party and Play, justement. Et puis, c'est ça, en fait, dans le cadre de mes recherches, je réalisais qu'il y avait peu de données, tant quantitatives que qualitatives, sur les violences sexuelles ou le consentement. Puis, je désirais davantage m'y intéresser pour voir comment est-ce que le consentement est donné, retiré ou négocié, mais aussi quels sont les enjeux liés au consentement dans ces contextes spécifiquement, dans les contextes de PNP, puis comment on peut promouvoir le consentement dans le but de vraiment Est-ce qu'on promouvoir peut la consentir santé. quand on est, excuse-moi, je vais prendre l'expression, quand on est high, quand on est vraiment chaud, comme diraient les Français, ou non, père chaud, qui disent les Français, quand on est high, là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Dans le domaine médical, on dit quand on est intoxiqué, est-ce qu'on peut donner le consentement? La réponse est non, mais j'ai hâte de voir la réponse. Ouais. Mais c'est des questions qui sont complexes. La réponse, je pense qu'elle n'est pas tout à fait claire dans plusieurs des contextes. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que la majorité des personnes vont avoir des relations sexuelles sous consommation, que ce soit des drogues légales ou illégales. Puis si on dit que dès qu'on a consommé, on ne peut pas consentir, bien, ça veut dire que ça s'appliquerait aussi à toutes les autres substances, comme l'alcool, même la caféine. Donc, il y a plusieurs autres substances légales qu'on ne pense pas toujours comme des drogues. Mais c'est sûr que ce que je remarque, c'est que, puis ce qui est aussi bien documenté, c'est que les substances peuvent impacter notre capacité à communiquer, donc parfois à consentir, ou notre capacité à comprendre. Retirer le consentement. Ou le retirer aussi, justement, ou peut-être même comprendre le consentement ou le non-consentement de l'autre. Donc souvent aussi, le consentement, il est communiqué de façon non-verbale, de façon indirecte, par le corps ou des sons, des bruits aussi. Donc, je pense qu'il y a possibilité de consentir sous consommation, personnellement. Sinon, ça voudrait dire que chacune des interactions sont des violences. Puis, je pense pas que c'est le cas de toutes les personnes qui font du chemsex ou toutes les personnes qui consomment des drogues. Maintenant, moi, j'ai une question là-dessus aussi. La consommation, est-ce que c'est problématique dans tous les cas? Parce que moi, il y a des gens qui me disent que je rencontre, parce que je suis célibataire, je rencontre, puis qui disent, ben non, Denis, je ne juge pas ma consommation, je la contrôle. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, selon moi, je pense que c'est vrai. Je pense pas que tous les types de consommation sont problématiques. Toutes les personnes qui font du chemsex ont un rapport problématique au chemsex. Mais c'est sûr qu'il y a aussi... Puis je pense qu'il y a aussi des enjeux spécifiques à certaines substances. Tantôt, on parlait du cristal meth, qui est une substance qui est très addictive. Donc, mais je pense que oui, il y a des personnes qui ont des rapports peut-être sains ou du moins pas problématiques avec le chemsex. Je suis d'accord avec Maxi, tu sais, que certaines personnes vont avoir un rapport sain. Je dis pas que c'est une majorité d'entre eux, je dirais même que c'est 50% et moins de ceux qui font l'utilisation du chemsex qui vont avoir un rapport sain avec le PNP. Je dirais que la majorité, quand même, plus de 50%, c'est problématique ou ça va le devenir éventuellement. Et toi, quand tu vois ces gens arriver à la clinique, qui arrivent avec des situations « Oh my God, j'ai eu ça. » Des situations abracadabrantes. Ouais. Mais est-ce que c'est quoi les risques? Parlons non seulement d'avoir des relations sexuelles non consenties, de se faire passer une ITS qui peut être même le VIH, mais il y a de la consommation, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi pour... Bien là, la première étape, puis Maxime corrigera, c'est de viser la réduction des méfaits. T'sais, si on fait du cristal meth tout un week-end de temps, la clientèle qui fait du PNP va oublier de boire de l'eau, va oublier de s'alimenter. Fait que il faut penser à préserver les organes vitaux en un premier temps, comme mettre des alarmes sur son cellulaire pour boire de l'eau régulièrement. Moi, ça m'arrive très souvent de voir des gens qui n'ont pas bu beaucoup d'eau, tombent en insuffisance rénale, puis pourtant ça peut être corrigé juste avec l'hydratation par la bouche, là.
Fait qu'on parle de maintenir la base des organes vitaux qui est comme super important pour être sûr que si on tombe en déshydratation, que le cœur se mette pas à battre plus vite, etc. Pour pas que ça fasse un tsunami là, en effet dans notre petite cage thoracique, dans notre abdomen. L'étude que tu mènes, Maxi, c'est ça a lieu présentement. Ouais. Au bout du compte, qu'est-ce que tu recherches? En fait, je mobilise la méthode qui est le photovoix, qui est une méthode basée sur les arts qui combine la photographie à l'entrevue, la discussion, qui permet aux personnes de vraiment s'exprimer au-delà des mots et ça encourage la réflexion sur son expérience. Donc, la participation est en 3 étapes. Une première étape où je rencontre les personnes pour leur parler. Une deuxième étape pour leur parler du projet, des enjeux, et c'est environ 30 minutes. Ensuite, deuxième étape, les personnes prennent des photos qui représentent leur expérience. Les photos n'ont pas besoin d'être dans des contextes de chemsex, évidemment. Les gens s'expriment souvent à travers des métaphores ou des symboles, des lieux qui leur sont importants ou des objets qui ont été peut-être traumatiques, des choses comme ça. Puis ensuite, on se rencontre lors d'une entrevue pour vraiment parler de ces photos puis aller plus en détail dans les expériences des personnes. Et au bout du compte, toi, tu vas produire, j'imagine, la thèse de doctorat. Exact. Et tu espères sortir quoi avec tout ça? Ben, mon but, c'est de pouvoir promouvoir le consentement dans les contextes de chemsex, d'encourager les gens à avoir des réflexions sur leurs pratiques, sur leurs interactions, vraiment dans le but de promouvoir la santé sexuelle des personnes qui le font. Si vous êtes intéressé pour plus de détails sur le projet, il y a tous les détails sur le site collab.ca. Puis justement, en ce moment, je suis en recrutement, donc je cherche des personnes trans, non-binaires, des hommes queer, bisexuels ou d'autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui voudraient prendre part à la recherche. Oui, c'est tout un projet quand même. Moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent là-dedans aussi, c'est que tu parles de jeunes, mais d'hommes queer ou d'hommes gays. Il y a des hommes qui arrivent à un certain âge qui n'ont jamais consommé de leur vie et qui commencent à consommer pour attirer des personnes, des contacts ou des rapports sexuels. Un phénomène qu'on voit en croissance là, chez les personnes de 65 ans et plus qui ravivent un peu leur jeunesse sexuelle, c'est un point qui est entièrement vrai. Faut pas croire que c'est pas parce que le chemsex n'a pas d'âge. Puis il ne faut pas exclure certains groupes d'âge. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Est-ce que c'est uniquement le crystal meth qui est à... j'imagine que toi, ta recherche est sur le crystal meth, mais est-ce qu'il y a d'autres... parce qu'il y a d'autres drogues, là, on peut parler de la kétamine qui est utilisée beaucoup aussi. Donc, mon projet est assisté par un comité consultatif communautaire. Puis ensemble, on a décidé que pour prendre part au projet, tu devais avoir consommé soit crystal meth, GHB ou GBL ou kétamine dans les 6 derniers mois ou si tu en faisais... si ça faisait partie de tes pratiques. Donc, c'est comme ça un peu qu'on a défini le chemsex dans le cadre de ce projet-ci spécifiquement, en sachant que ça peut changer, évidemment, d'un endroit à un autre, d'une définition à l'autre, mais d'un contexte à l'autre surtout. Laquelle de ces drogues-là est la pire, selon toi? Moi, c'est le cristal. Je suis tellement perçu en plus comme un professionnel de la santé anti-cristal meth. C'est tellement fort, OK? Si on regarde les autres drogues, mettons le speed, qui est déjà légalisé sous forme de comprimé, que les médecins peuvent prescrire au Canada, sous la forme d'Adderall, entre autres. Le cristal meth, là, elle a un petit nom aux États-Unis, c'est Dexazin. 5 mg. Elle peut être prescrite, c'est approuvé par la FDA, imagine. Mais pourtant, la consommation légale de cristal meth est interdite, illégale dans pratiquement tous les pays du Commonwealth. Toutes les autres drogues existent, ça peut se prescrire à faible dose, mais le cristal meth n'est pas accessible en prescription légale. C'est pas quelque chose qui est autorisé par Santé Canada, toutes les autorités sanitaires des autres pays du Commonwealth. Donc, je pense que les professionnels de la santé ont une très grande réticence là-dessus, surtout aux effets, les effets mentaux que ça a sur les utilisateurs de drogue, où ce que les gens peuvent facilement devenir dysfonctionnels, ce qui n'est pas nécessairement le cas aussi rapidement sur d'autres drogues comme le GHB, le speed, l'ecstasy. Max, si tu me corrigerais, est-ce que j'ai complètement tort ou j'ai une partie raison? Non, je pense que tu as une partie de raison. Je pense que dans des contextes de consentement spécifiquement, on parle souvent de GHB, entre autres parce que ça peut facilement, avec une très, très petite quantité, tomber en surdose, qui est souvent en inconscience. Et on peut en mourir du GHB en passant. Je connais Jean-Luc Romero, dont le conjoint est mort d'une surdose de GHB. Là.
Oui, exact. Ou surtout des conséquences, on veut, de la surdose. Donc, par exemple, s'étouffer dans son vomi, des choses comme ça. Mais c'est sûr que la surdose, elle est dangereuse. Les personnes qui consomment du GHB peuvent facilement passer, si on veut, d'un état d'extrême extase à de détresse très rapidement. Donc, dans des contextes de sexualité, ça peut devenir vraiment complexe et peut avoir, si on veut, un risque ou de violence sexuelle dans ces contextes. Donc, souvent, au consentement, on pense beaucoup au GHB qui amène à des moments d'inconscience. Qu'on a appelé souvent la drogue du viol. Hein? Exact, ouais. Ah, ça l'est toujours. Ça l'est toujours? Ça l'est toujours. Moi, je pense qu'on peut rajouter le body bumping au crystal meth comme drogue du viol. Ça, c'est mon opinion à moi. Je pensais que la kétamine aurait aussi été... Mais tout ce qui peut s'insérer dans des muqueuses vaginales ou dans une muqueuse anale, ça décuple un peu l'effet. Oui. Ah oui, littéralement. Fait que la personne peut se ramasser fortement en surdose rapidement. Moi, c'est ce que je vois en pratique clinique. Tu sais, c'est des viols qui sont insidieux, tu sais. Difficile à prouver par la suite. Oui, parce que la personne, tu sais, que ça soit, mettons, une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, tu sais, on peut se faire pénétrer par des doigts, tu sais, on s'entend. La personne a juste besoin de s'en mettre un petit peu sur les doigts, rentrer son doigt à l'intérieur de l'orifice de son partenaire, puis ça y est, c'est fait, là, la personne est à sa disposition pendant des journées de temps. La personne va en faire ce qu'il veut, là. Tu sais, fait que c'est des drogues qui sont comme ultra dangereuses, c'est ultra important aussi. Moi, là, quand que les gens rentrent en clinique de dépistage dans mon bureau, puis je leur demande, est-ce que vous consommez du cristal, puis que la personne me répond non, mais moi, je leur dis en consommer jamais. Genre, faut jamais essayer, puis tu sais, je leur montre des fois des photos sur les formes sur lesquelles ils peuvent se présenter, parce que je veux que les gens soient conscients que si on propose quelque chose qui ressemble à une petite roche, puis qu'on met ça dans une pipe en verre, ben c'est pas de la marijuana, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, de la cocaïne, c'est blanc, c'est en poudre. Tu sais, la kétamine, même chose. Tu sais, c'est ça, pour pas que les gens mélangent les choses, parce que ce que je vois, c'est que on me dit, Gengis, monsieur l'infirmier, je pensais consommer, je pensais fumer du crack ou je pensais fumer de la coke, mais c'était pas ça, là, c'était du cristal meth, puis tu sais, j'ai pas dormi, puis la personne qui me dit, j'ai pas dormi pendant 3 jours, tu sais, j'ai manqué de, tu sais, là, ils viennent nous voir, ils ont besoin d'un arrêt de travail pour pas perdre leur emploi, puis des choses comme ça l'amène beaucoup de problèmes en société. On voit l'augmentation de la présence des itinérants dans le centre-ville de Montréal, on se croirait être en plein épicentre, la rue Hastings à Vancouver, San Francisco, Los Angeles, là, ça va être Montréal très bientôt. On se munit pas beaucoup de moyens. Puis, en plus, c'est facile de violer le consentement de quelqu'un d'autre. Puis, une fois qu'on viole le consentement de quelqu'un d'autre, qu'on lui en fait prendre à son insu, la personne a quand même une bonne chance sur 2 de rester accro là, pendant 5 ans, sinon plus, tu sais. Est-ce qu'on peut se sortir d'une dépendance au cristal meth ou à une drogue quelconque comme ça? C'est difficile. C'est difficile, Maxi. C'est difficile, c'est certain, mais il y a définitivement des personnes, je suis sûr que tu en connais aussi, qui sont rétablies, si on veut, du cristal meth, mais il faut pas sous-estimer, évidemment, les conséquences qui sont liées à ces substances extrêmement fortes, mais je pense aussi qu'il faut non plus pas... par exemple, si on repense au risque de violence sexuelle, c'est sûr qu'il existe dans des contextes de chemsex, mais la majorité des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon projet mettent vraiment de l'avant que la majorité de leurs interactions dans des contextes de chemsex sont positives. Puis il y a aussi beaucoup d'aspects de care, des pratiques de consentement, de prendre soin un de l'autre. Donc je pense qu'il faut juste reconnaître que les deux peuvent coexister, puis avec ça, peut-être prendre de meilleures décisions, mais je voudrais pas qu'on prétende que la majorité des personnes qui font du chemsex sont des violeurs, par exemple. Donc, il ne faut pas démoniser tout le monde, effectivement. Oui, puis je vais amener un petit bémol. Merci de l'apporter, Maxi. C'est vrai qu'avec du recul, je regarde ce que j'ai dit, j'ai l'air de démoniser ça. C'est pour ça que je suis la personne anti-cristal meth, là, par excellence du village. Je tiens à dire, les gens qui consentent puis que ça se passe bien, c'est pas la clientèle qui vient me voir dans mon bureau. Fait que moi, je suis pas exposé aux consommateurs de PNP auxquels, qui prennent plaisir, qui restent fonctionnels. Moi, je vois les gens qui deviennent dysfonctionnels. C'est mon petit bémol. T'es de l'autre côté de la... Moi, je suis de l'autre côté de la table. J'ai déjà reçu à cette émission d'autres personnes de collab. Je pense que c'était pour... ça se peut, c'était des balados-diffusions qui avaient été mis de l'avant avec des personnes qui ont consommé ou qui consomment encore. Ouais, projet Chemstory. Chemstory, c'est exact. Ça. Ouais. Je vois qu'il y a quand même... il y a quand même un effort de dire, de reconnaître qu'il y a un danger, mais de ne pas démoniser les personnes qui utilisent. Parce que quand on fait ça,
On voit ce que ça donne hein, de lutter de cette façon aussi guerrière contre l'utilisation des drogues. On risque en même temps d'éloigner les personnes des soins dont elles les ont besoin. Oui, exact. On le voit dans plusieurs phénomènes. Plus qu'on stigmatise un truc, plus c'est difficile d'obtenir de l'aide, plus c'est difficile même de se reconnaître dans un problème. Donc, je pense de déstigmatiser le chemsex est important. Puis c'était en fait une des motivations aussi du projet ChemStory, une des motivations derrière le projet ChemStory. Bon, vous avez remarqué que je vous ai fait durer plus longtemps pour cette chronique parce que la chronique qui devait avoir lieu après la vôtre, la personne n'était pas présente. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait parler plus longtemps. Je vous remercie d'avoir accepté, même si je n'ai pas demandé votre consentement de le faire, d'avoir accepté d'avoir duré aussi longtemps dans cet entretien. Maxi Godette, donc on peut retrouver toutes les informations de votre recherche à quel endroit? Son adresse courriel est maxime100e. godette2tte@commercialumontréal.ca. Il faut aussi souligner qu'il y a quand même un montant de 100 $ de compensation qui est offert aux personnes qui sont recrutées sur le projet de recherche. J'ai l'air de démoniser toujours le chemsex, mais j'encourage en tant qu'infirmier de recherche clinique la recherche sur le sujet. Je pense que c'est un effort collectif qu'on va faire qui va fonctionner pour arriver au bout de nos fins. Merci beaucoup, Judges Grenier. Merci tout le monde. On va remercier tout le monde pour cette émission, cet épisode de 88 en ce 21 octobre 2024. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, notre équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Trom, et merci aussi à toute l'équipe de Canalem, Gerlie Omelette, Jean-Sébastien Liberté, Philippe Lapointe, Marjorie Théodore. Nous, on sera de retour la semaine prochaine, 17h, lundi, même heure, même poste.